Éric Plat, j'aimerais commencer avec vous. Combien de modèles, véritablement, de modèles de lunettes évidemment, véritablement durables, vous avez dans vos magasins? Alors, je ne sais pas, tout à l'heure, j'ai entendu dire que durable, c'était un terme qu'il ne fallait plus employer. Éco-responsable et écologique, durable, il n'y était pas dedans, si? Donc, je préfère dire, par exemple, comme le modèle que je porte, un modèle donc origine France Garantie. Et depuis que nous avons relocalisé notre production en 2012 en France d'un certain nombre de lunettes, pas toutes, c'est plusieurs millions de lunettes que nous avons vendues de cette façon-là. Je dois dire qu'aujourd'hui, 65% du chiffre d'affaires que nous réalisons est fait avec des produits soit Made in France, origine France Garantie. Et ça, c'est possible parce que nous sommes une coopérative. Sur ce marché, nous sommes la plus petite des coopératives, mais peut-être l'une des plus agiles, du fait de notre petite taille. Nous avons 500 actionnaires pour 800 magasins, mais 500 actionnaires qui sont très investis dans leur économie locale. Et dans leur économie locale, il y a des fabricants de lunettes français. Il y a à peu près 400 fabricants de lunettes français. Vous voyez, donc c'est quand même pas mal. Alors, on l'a vu, français, c'est pas forcément oui, enfin, durable. Oui, enfin, c'est des fabricants français. Moi, j'ai des exemples. Je suis du Sud-Ouest, de gens. J'ai visité leurs ateliers. Alors peut-être que les plaques viennent d'Italie. Enfin, ils les façonnent. J'ai vu des stands là tout à l'heure sur place, Naoned en Bretagne, etc. Bon, vous avez des fabricants qui sont quand même là, qui fabriquent des lunettes avec des degrés divers, si vous voulez, de fabrication sur le territoire français. Étant entendu que, par exemple, sur le territoire français, si on veut fabriquer en acétate de cellulose, c'est compliqué parce que, à ma connaissance, il n'y a pas de fabricant de grande ampleur, si vous voulez, d'acétate de cellulose. Si on veut fabriquer 100% origine France Garantie comme lunette que je porte, il faut la fabriquer en injecté. Bon, je rappelle juste, entre parenthèses, que contrairement à ce qui a pu être dit, l'injecté est un matériau noble, c'est utilisé par Chanel, Hermès, pour fabriquer des boucles de ceinture, pour fabriquer tout un tas d'accessoires. Donc ça serait faire injure à ces grandes marques de dire que l'injecté est de mauvaise qualité. Mais disons que cette volonté de vendre, parce qu'on est distributeur, nous, de vendre des produits français, elle est vraiment incarnée. Tout à l'heure, on a parlé de conscience de marque. En effet, la personne qui était interviewée disait à juste titre, ce n'est pas une question de conscience de marque, c'est une question de conscience d'homme. Et en effet, c'est une question de conscience d'homme. C'est ce qui fait que, par exemple, dans nos systèmes d'information, aujourd'hui, un opticien Atoll a une ligne de verre qui est taguée, sur laquelle il y a marqué verre OFG ou verre Made in France ou verre rien du tout, enfin fabriqué ailleurs. Et donc, ce qui est assez rassurant, c'est que, en tous les cas, s'il y a des hommes et des femmes qui ont cette conscience, on peut arriver à faire des choses. Par exemple, je suis venu avec mon petit tote bag, c'est la grande mode des tote bags. Celui-ci est fabriqué en France. Il y a encore des fabricants de tote bags en France, donc on peut en trouver. Il faut avoir la volonté de les chercher. C'est un petit peu plus cher, on en distribue moins, ils sont plus durables, parce qu'ils sont plus solides aussi. Tanguy Duménil, vous, avec 2050 Score, vous attribuez donc un score aux entreprises, pas seulement du monde de l'optique. Vous avez eu l'occasion de noter Atoll ou pas ? Alors oui, on a noté pas mal de participants aujourd'hui. Alors, qui est le grand gagnant, je pense. Comment ça se passe justement ? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours des gagnants. Nous, en fait, notre objectif à nous, c'est d'éclairer la maturité des entreprises sur le chemin de la transition. C'est un chemin long. L'objectif qui est fixé par le Green Deal européen, c'est 2050, neutralité carbone, mais pas que. Neutralité aussi sur la biodiversité, neutralité en termes d'économie circulaire, ce qui veut dire globalement plus de déchets. Alors là, sur le monde de l'optique, il y a forcément un sujet majeur. Donc il y a 25 ans, mais il y a 25 ans pour y arriver. Ce qui veut dire que quand on doit changer des modèles économiques entiers et des écosystèmes entiers, 25 ans, c'est à la fois, on a le temps, mais en même temps, il faut s'y mettre vite pour trouver les modèles qui vont être à la fois durables et rentable, puisque la rentabilité, c'est quelque chose qui se constate dans le temps, quelque part. Qu'est-ce qui va tenir et qu'est-ce qui va être les deux. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les sites web des entreprises et on va, à partir de l'information publique, de ce que communiquent les gens sur leur site web, on va aller récupérer tout ce qui concerne la RSE
et on va aller restructurer le plan de transition 2050 de l'entreprise. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Alors, il se trouve qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sous-communiquent aujourd'hui, qui font, mais qui ne le disent pas suffisamment. Et nous, on estime que... on le comprenait aussi pour des raisons de crainte de greenwashing. Exactement. Aussi. Alors, j'étais tout à l'heure. Alors, il y a un mot qui s'appelle le greenwashing. Je ne sais pas si vous connaissez le greenwashing. Non, je ne connais pas. Le greenwashing, c'est les entreprises qui font, mais qui ne disent pas. Nous, on considère que le greenwashing, c'est vraiment un problème, bien sûr. Mais le vrai problème, c'est ceux qui ne font pas. C'est ceux qui ne font pas, parce que déjà, alors là, ils ne sont ni dans le greenwashing, ni dans le greenwashing, mais ils ne font pas du tout. Et puis l'autre problème, c'est ceux qui font et qui ne disent pas. Pourquoi c'est un problème? Parce qu'au niveau de la santé, on appelle ça une perte de chance. Faire et dire c'est s'engager. Le greenwashing, c'est quand je communique quelque chose sur mon site web, je suis engagé vis-à-vis de mes clients, je suis engagé vis-à-vis de mes partenaires, vis-à-vis de mes prestataires. Et donc, nous, on pousse les entreprises à communiquer parce qu'elles prennent un engagement. Et quand elles prennent un engagement, à la fois... elles sont tenues, les PDG du coup qui ont pris un engagement, ils regardent le site web, ils disent on va le faire, c'est sûr. Mais en plus, elles peuvent être copiées. Et donc nous, c'est ça qu'on essaie de générer. On prend tout, on analyse, on reconstitue le plan de transition, et puis on fait une base de données, un catalogue des solutions. On dit voilà toutes les bonnes pratiques de tous vos concurrents. Essayez, n'innovez pas, imitez. Voilà, commencez par prendre ceux qui sont en avance. Et alors, ça a donné quoi de votre côté, Eric Pla? Est-ce que vous avez tremblé quand vous avez... 25 sur 100, ça me donne un nouveau challenge. J'adore les challenges et 25%, je reconnais que c'est pas génial. Mais vous avez raison. J'ai au moins une collaboratrice qui est ici présente et qui peut en témoigner. J'ai toujours eu une sainte horreur de communiquer sur, entre guillemets, une stratégie RSE parce que je préfère faire que dire. Et donc, en interne, on a été précurseur, par exemple, pour tailler nos verres sans eau ou en recyclant l'eau. Pendant longtemps, on a recyclé 90% de notre eau. On a quand même une belle unité de production sur Beaune, avec une centaine de personnes. Et donc, pour un verre de lunettes, il faut une dizaine de litres d'eau. Pour 2 verres, donc en général 2 verres dans une paire de lunettes, c'est une vingtaine de litres d'eau. Aujourd'hui, on a investi dans des machines qui taillent au couteau, c'est-à-dire sans eau. Donc on a complètement changé notre parc machine, on ne découpe plus de verre comme ça. Et dans le réseau, parce que ça c'est au niveau de la tête de réseau, c'est facile à faire parce que ce sont des décisions qui peuvent être prises en tête de réseau. Mais dans le réseau, on a envoyé une impulsion de telle sorte que nos opticiens s'équipent de bacs à recyclage d'eau. Le pire dans l'histoire, c'est que le seul fabricant de bacs français n'arrive pas à suivre la production. Ce qui fait que c'est dommage, ouais. On en avait commandé l'an dernier une centaine et on a été livré, je crois, de 60-70 à ce jour. Mais j'espère bien qu'en effet, demain, on fera des gros progrès. Mais également, il y a une autre conscience parce qu'on a beaucoup parlé des produits. Mais si vous voulez, il y a quand même un aspect super important dont on ne parle pas, et il ne m'a pas semblé en avoir beaucoup entendu parler jusqu'à présent, c'est quand même l'innovation. Il faut quand même avoir en tête que la paire de lunettes, la monture, il n'y a pas eu beaucoup d'innovation sur les montures au cours de ces dernières années. Moi, ça fait plus de 30 ans que je suis dans ce métier. J'ai commencé en travaillant chez un industriel français qui a quasi disparu, qui s'appelle les lunettes Lamy, qui était à l'époque le leader français des lunettes. Et à l'époque, grosso modo, une paire de lunettes, c'était une monture de branche, c'était presque assimilé à une prothèse. Et on commençait tout juste. Lamy fabriquait des lunettes pour Lacoste, Nina Ricci. Et puis, il y a eu tous les fabricants italiens qui sont arrivés. Et ça a été la grande innovation des années 90 qui a disrupté le marché avec l'arrivée des licences et les griffes qui ont complètement fait évoluer ce marché. Bon, donc ça, c'était la première innovation. La deuxième innovation qu'on peut attendre, et qui là, en termes d'empreinte carbone, risque d'être violente, si vous voulez, c'est la lunette connectée. La lunette connectée, vraisemblablement, va remplacer pas mal d'accessoires que nous utilisons aujourd'hui. Les annonces qui sont faites par certains industriels s'alliant à une des GAFAM clés cachent certains autres acteurs qui sont présents d'ailleurs sur le CES à Las Vegas et qui font par exemple pour Amazon des lunettes connectées pour activer les services Amazon. Eh bien, ces lunettes connectées, vraisemblablement dans les 10 ans qui vont venir, vont effectivement... Côté rentabilité, ça sera intéressant, mais durabilité peut-être un peu moins. Exactement. En termes de recyclage de ces produits-là, ça va être très compliqué.
C'est évident, l'empreinte carbone de ces produits va être extrêmement compliquée. Et pourtant, ces produits sont indispensables parce que la lunette que j'ai là, que nous avons conçue... Et puis je serais curieuse aussi d'entendre Tanguy Duménil sur les objets connectés, justement. Je termine parce que c'est une lunette quand même assez révolutionnaire qui est destinée aux enfants, qui est une lunette qui est connectée. Voilà. Et, une lunette connectée pour les enfants. C'est une lunette connectée pour les enfants qui est équipée de verres électroniques et qui aide les dyslexiques à mieux lire en recréant un œil directeur qui manque à certains dyslexiques. Cette lunette, elle est le fruit d'un transfert d'une découverte scientifique qui a été faite par 2 chercheurs de la fac de sciences de Rennes. Nous avons signé avec cette fac ce transfert de technologie. Nous avons conçu cette lunette. Et là où je suis assez fier, c'est que cette lunette, elle est Origine France garantie. Elle est 100% fabriquée en France. Et sur la question de la durabilité, elle est comment cette lunette ? Eh bien, cette lunette, on peut la réparer, puisque justement, c'est nous qui l'avons conçue en France, à Toulouse. Et donc aujourd'hui, s'il y a une branche défectueuse, s'il y a une carte mère défectueuse, puisqu'elle est équipée à la fois de batterie, de carte mère, de verre électronique, etc., eh bien, nous pouvons réparer cette lunette. En termes de score, là, ça donne quoi, Tanguy Duménil ? Alors nous, on ne score pas les produits, on score les entreprises dans leur démarche de transition. Donc la question, c'est effectivement, est-ce qu'elle a été éco-conçue ? Est-ce que, en fait... Attention, éco-conçue, on n'a pas le droit de le dire. On n'a pas le droit de le dire sur un produit, mais on peut avoir une démarche d'éco-conception. Mais... on n'est pas, nous, prescripteurs d'une technologie. Parce qu'en fait, on n'est pas des sachants. On ne sait pas, en fait, quelles sont les technologies qui, demain, à l'arrivée, à la fin de la course, seront les bonnes. Ce qu'on présuppose quand même, c'est qu'il n'y en aura pas qu'une seule. On ne va pas être sur un bloc monolithique avec un seul modèle. Il y aura de l'économie, de la fonctionnalité. Il y a une partie du business, peut-être de l'optique, qui sera sur ce sujet-là. Il y en a peut-être qui seront uniquement sur la réparabilité, sur la consigne. Enfin, ce sera sans doute des modèles un peu hybrides qui vont correspondre à des besoins et à des clients qui auront une relation différente à l'optique. Donc nous, ce qu'on dit, c'est il faut que ça foisonne et il faut que, en fait, on peut tout faire. Simplement, petit à petit, on ne va pas pouvoir tout faire n'importe comment. On peut tout à fait innover, on peut apporter des innovations technologiques, mais effectivement, il faut garantir que les choses et que dans 25 ans, cette lunette-là, je suis sûr que quand je l'achète, je ne vais pas générer de déchets et que je ne génère pas de carbone. Ça, c'est votre défi, vous avez 25 ans. Aujourd'hui, j'imagine que vous êtes sur le chemin et c'est ce que vous dites. On l'a déjà intégré. La réparabilité, c'est évidemment un sujet majeur de ce type d'objet. On l'a déjà intégré. Mais ce n'est pas le seul. Les problèmes, après, c'est des problèmes de lieu de production et d'environnement propice à concevoir des produits comme ça. Par exemple, la seule chose qui n'est pas français dans cette lunette, eh bien, ce sont les verres électroniques, parce que c'est tout simplement une dalle. Hein. C'est comme un écran de télé, un verre électronique. Et donc, le souci, c'est qu'on n'en fabrique pas en France. Et donc, si on veut que demain... C'est fabriqué où ? C'est fabriqué en Corée. Et ça transite via la Suède. Imaginez le truc. Donc, vous voyez là, l'empreinte carbone de la lunette, malgré tous nos efforts, c'est terrible. Mais pour autant... si on néglige cette industrie, eh bien, on n'arrivera pas à réduire l'empreinte carbone de ces produits-là. Donc il faudra trouver d'autres moyens, parce qu'on ne pourra pas se passer de ces technologies. La décroissance, je n'y crois pas. Et quand la technologie est vraiment conçue pour apporter le bien-être, eh bien, on ne pourra pas s'en passer. Mais en revanche, il y a un sujet de dynamique d'écosystème. Si vous trouvez suffisamment de marché en France et que vous faites de la coopétition avec vos concurrents pour essayer d'identifier qu'il y a un besoin, vous parliez tout à l'heure des bacs, c'est intéressant quand même de trouver un fournisseur français et il ne peut pas le produire. Évidemment, c'est ça, développer un écosystème. C'est donner un marché à une entreprise qui produit de façon plus vertueuse et qu'elle puisse le faire petit à petit. Là, vous identifiez qu'il y a un problème sur les verres. Il y a effectivement des sujets, petit à petit, d'aller trouver des marchés, des débouchés pour ce type de verre, de façon à ce qu'il soit produit en France, puis après remonter la chaîne de valeur pour que, effectivement, ce verre-là soit recyclable, etc., etc. C'est des défis qui sont très importants et donc il faut prendre le plus tôt possible, quoi. C'est un peu ça le sujet. Mais justement, comment on anticipe les questions d'impact environnemental dans son business ? Dans son business plan. Il faut le faire dès la conception, c'est-à-dire que dès la conception, les plastiques, par exemple, qu'on utilise, il faut trouver des plastiques qui sont recyclés, recyclables. Il faut y penser dès le début. Donc c'est plus simple, encore une fois, d'être une jeune entreprise qui débarque et qui se lance. Alors, moi, de ce que j'en vois, clairement.
clairement, c'est plus simple parce qu'on se lance sur un nouveau modèle. Et donc oui, c'est très compliqué, la transition. Mais comme c'était dit déjà ce matin, malgré tout, il y a des acteurs qui ont des marchés, qui ont de l'argent et au fond, qui ont un objectif déjà de rentabilité. Et effectivement, il va falloir trouver un optimum. Donc l'idéal, c'est qu'il y ait une saine émulation entre les acteurs émergents, les plus grands qui les regardent, qui intègrent, qui copient en partie. Il faut impérativement que les gens se regardent et qu'on analyse son marché, on voit qu'il bouge. Ça tombe bien. Non, mais l'air de rien, c'est pas si évident que ça de regarder le voisin sur les innovations technologiques parce que chacun est dans son couloir et donc c'est important d'élargir le scope entre Français, mais aussi avec des pays étrangers. Il y a sans doute des technologies qui émergent ailleurs, il y a des fournisseurs qui ont des choses à proposer ailleurs. Donc il faut être capable de regarder à très grande échelle et puis aller valoriser, aller investir là où ça se passe en créant des marchés, en créant du business, en créant aussi de l'économie circulaire. Effectivement, le fait de revenir en France, c'est quelque chose de très positif. Il y a des démarches encore plus locales et ça a forcément de la valeur. Il faut recréer du marché en ayant une approche à 360 degrés et c'est comme ça qu'on y arrivera. Mais ça implique effectivement d'ouvrir grand les horizons et d'être dans une démarche très ouverte. Et puis il y a une autre question aussi, c'est que ne pas anticiper ces questions environnementales, c'est peut-être aussi risquer de ne pas pouvoir embaucher à l'avenir. Non pas parce qu'on n'a pas les moyens d'embaucher, mais parce que les nouvelles générations ne voudront pas travailler pour une entreprise qui n'a pas pris conscience de l'urgence climatique. Est-ce que ça, c'est des questions que vous avez d'ores et déjà à l'esprit ? Alors, elles ne se posent pas dans ces termes. C'est-à-dire que quand on travaille dans un esprit de mission, on a parlé tout à l'heure de mission, nous, notre mission chez Atoll, c'est apporter le bien voir et le bien entendre depuis peu pour le bien-être de nos clients. Se rajoutent là-dessus les problématiques de climat, de génération de carbone qui est néfaste pour notre climat. Et donc, il faut arriver à faire de ces deux impératifs, apporter le bien-voir pour le bien-être de nos clients et les problématiques de climat, il faut arriver à faire une synthèse de façon à ce que ce soit rentable pour les différents acteurs économiques, parce que je ne connais pas de transition climatique qui pourra se faire au détriment du pouvoir d'achat des gens. C'est pas possible. Tout le monde veut pouvoir bénéficier de ces innovations technologiques. Et il faudra pouvoir les sortir de telle sorte qu'elles respectent notre planète et qu'elles puissent être acquises dans un esprit d'équité. Parce qu'au nom de quoi, finalement, certains enfants qui pourraient se payer ces lunettes les auraient et feraient de meilleures études, et d'autres enfants qui n'auraient pas les moyens ne pourraient pas se payer. Donc, vous voyez, il y a aussi, dans une stratégie RSE globale, il y a les problèmes climatiques, il y a les problèmes d'équité et d'accès à la connaissance. Effectivement, la question de la transition socialement juste, c'est au cœur du Green Deal aussi, parce qu'évidemment, et c'est un point qui est très présent, on ne peut pas faire de transition sans les gens et sans embarquer. Et donc, c'est un point qui est clé. C'est un point de faisabilité. C'est vrai qu'il n'empêche rien que sur les plus jeunes générations, dont hélas je ne suis même plus, mais en tout cas on voit bien ceux qui sont ne serait-ce qu'un tout petit peu plus jeunes. La question de comment je fais, de déterminer une entreprise aussi sur le comment elle produit, si ça se pose quand même. Et à quoi j'associe mon image ? J'ai beaucoup de dirigeants face à moi qui sont très sensibles à qu'est-ce que je raconte à mes équipes et qu'est-ce que je raconte aux candidats. Donc c'est quand même quelque chose qui est aussi un facteur de prise de conscience. Et c'est intéressant parce que cette question de l'environnement qui arrive par les salariés, c'est un vrai facteur de changement pour les dirigeants d'entreprise. Parce que si j'ai 10% de mes salariés qui sont très sensibles à ce sujet-là, et qu'en fait ils sont bons, parce qu'ils incarnent l'avenir, parce qu'ils apportent quelque chose, ils apportent de la valeur, j'ai pas envie de les perdre. Et donc j'ai envie de réfléchir et de trouver avec eux un optimum. Donc moi je pense que c'est quand même un facteur qui va dans le bon sens et qui incite à l'action. Et au fond, sur ces sujets-là, tout ce qui incite à l'action est bienvenu. Et alors, est-ce que vous êtes d'accord ? Je pense que c'est un peu votre point, mais dites-moi le contraire, que justement, pour faire en sorte que durabilité et rentabilité se rejoignent, c'est l'innovation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je pense que l'innovation va apporter... J'étais sûre que vous étiez d'accord avec moi. L'innovation va apporter les solutions
aux problématiques climatiques. C'est par la décroissance que nous y arriverons. Il y a trop de choses à financer, notamment au niveau de la santé de tout le monde. Il y a trop de choses à financer en matière de santé. C'est le premier budget de la France aujourd'hui. Et donc, la décroissance ne permettra pas d'apporter les solutions de santé à tous. Et vous êtes d'accord avec ça, Tanguy Duménil ? Innovations pour financer les solutions de santé pour tous. Moi, je vous l'ai dit, je ne crois pas à la solution unique. Donc, je crois qu'il faut innover. Clairement, il faut innover, il faut apporter des solutions, il faut faire des lunettes dont les matériaux ne polluent plus, soient totalement recyclables. Et ça, c'est de l'innovation, puisque manifestement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, il va falloir innover. Il peut y avoir des innovations effectivement sociales. Traiter la dyslexie, c'est un vrai sujet. Donc, il faut le faire dans le contexte évoqué plus haut, en s'assurant qu'il n'y a pas que. Mais il y a aussi plein de choses qui ne relèvent pas de l'innovation, ou alors qui relèvent de l'innovation dans la façon de vendre, dans le rapport au produit, évidemment dans le fait de ne plus produire des déchets. Et donc, il y a des modèles qui vont devoir changer. Alors, si, c'est de l'innovation de changer radicalement son modèle, de ne plus produire dans des pays étrangers lointains sans s'assurer que en fait, ça ne produit pas de pollution majeure que je ne sais pas traiter, etc. C'est une innovation profonde, fondamentale, et c'est une transformation. Ça va au-delà de l'amélioration. Ce que je crois, moi, c'est que pour atteindre la neutralité carbone, quel que soit le secteur, on ne pourra pas se contenter d'améliorer. On ne pourra pas se contenter de faire moins de carbone, on ne pourra pas se contenter de faire moins de déchets, et on ne pourra pas se contenter de faire un peu moins de dégâts à la nature. Ce n'est pas ça l'ambition. L'ambition, c'est d'arriver à la neutralité. Et donc ça, c'est un sujet de transformation qui est absolument essentiel. Sur les lunettes, évidemment, la question qui est devant, devant notre nez à tous, c'est le déchet. Effectivement, si votre métier, c'est de produire quelque chose qui, assez rapidement, devient un déchet dont on ne sait pas quoi faire, ça, clairement, ce n'est pas durable. Je vois bien, et on l'entend depuis tout à l'heure, que tout le monde a ça à l'esprit. Il y a 25 ans pour traiter ça. Simplement, dans 25 ans, il faudra avoir réussi. Donc, idéalement, il vaut mieux s'y prendre un peu avant et avoir réussi. Il y a déjà des modèles qui travaillent là-dessus, qui, aujourd'hui, ne prennent pas tout le marché, et c'est normal. Il faut travailler le foisonnement et faire que l'innovation de l'écosystème de l'optique parvienne à trouver ce point d'équilibre. Je suis convaincu qu'on va y arriver, mais effectivement, ça demande un effort et que tous les acteurs se coordonnent et investissent massivement sur ce sujet-là. Bien, très bien, merci beaucoup. Il y a peut-être quelques questions dans le public. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lever la main pour que l'on puisse faire circuler le micro. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Non, c'est aucune question par rapport à cette conférence. C'est tout bon, tout était très clair. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup à tous les deux. Éric Plat, PDG de la coopérative Atoll, et Tanguy Duménil, CEO de 2050 Score.